Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et nous avons déjà commencé à débattre. Bonjour à toutes et à tous, avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec aujourd'hui François Calfon. Bonjour. Bonjour. Membre du bureau national du PS, ancien député. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour. Nicolas Jeantet, directeur des centristes et conseiller de Paris. Bonjour. Et Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Bonjour. On va reparler de cette grève à la SNCF, grève de trop, une grève, une gilet jaunisation de la grève. C'est bien dit. Non, mais c'est pas de moi, c'est Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, il a raison. expliquait qu'en fait ça a complètement échappé aux syndicats et que il n'y a plus de collectif de contrôleurs. Collectif, absolument. On va en reparler. La loi immigration, on va parler de ces nouvelles règles. On l'a évoqué hier en fin d'émission. Zelensky aux États-Unis, bref, beaucoup de sujets avec vous. Allez, on va commencer avec vous, François Calfon, et un coup de cœur. Oui, le coup de cœur, c'est pour Kylian Mbappé. Mais je vais vous dire pourquoi, parce qu'après tout... il m'a pris mon coup de cœur. Mais ne vous inquiétez pas. Kylian Mbappé, il est simple, mon coup de cœur, c'est qu'aux États-Unis, et il y a des bons côtés de la culture américaine, silver is loser, c'est-à-dire la médaille d'argent, c'est celui qui a perdu. Et vous avez tout notre équipe de France est rentrée médusée en France de voir qu'ils étaient accueillis en héros alors qu'ils avaient perdu. Et bien Kylian Mbappé, vous avez vu, il a fait la tête au président, c'était beaucoup commenté, et je dois dire, je l'ai regardé de manière assez gourmande, et il a fait la tête ensuite, non pas parce que c'était un sale gosse qui n'appréciait pas les honneurs, mais parce que dans sa tête, à lui, à 24 ans, alors on peut dire il est multimilliardaire, il a réussi sa vie, non, il veut gagner, il veut faire une belle carrière, et donc il est en train de suer sous le maillot du Paris Saint-Germain, on pourrait dire tout ça c'est des enfants gâtés, et bien lui, il suit sa route, et j'aimerais que Lionel Messi, notre ami Neymar, qui apparemment est parti dans des jeux de poker au Brésil, et toute la jeunesse, après tout c'est ça l'idée la plus forte dans ce coup de cœur, puisse garder des valeurs. Lui-même avait dit, d'ailleurs, j'ai lu une interview de lui, alors on en a lu des dizaines, mais qui comprenait le caractère parfaitement indécent et improbable de l'argent qu'il gagnait. Eh bien, je croyais qu'il était comme les autres, et je m'aperçois que ce débordement d'argent et d'honneur ne lui a pas fait perdre ses valeurs, et je trouve ça plutôt rassurant. Voilà. Oui, il était à l'entraînement 3 jours après. Oui, c'est ça. Alors, vous vouliez en parler aussi. Que ça sert, et son entraîneur Galtier a dit que ça sert d'exemple à tout le groupe, façon de dire Neymar rentre de vacances. Voilà. Alors il m'a piqué mon coup de cœur parce qu'effectivement je voulais aussi un coup de cœur et coup de gueule en même temps. Mais sur le mental extraordinaire de ce gamin de 24 ans. Enfin, il a perdu le mondial, il est revenu alors que tout le monde, ils ont 10 jours de vacances, alors qu'effectivement Neymar est sur les plages au Brésil. Et ben lui le lendemain, il est allé à l'entraînement. Alors, il est allé à l'entraînement sûrement parce qu'il avait besoin de se remettre en forme et de retrouver la famille du PSG. Il est dans son couloir. Mais il est dans un couloir, il a une ambition. Il y a 3 leçons à tirer de ça. D'abord, c'est une leçon à Macron en disant tu es venu me réconforter, me prenant pour un gamin de 10 ans, ça va. Les raisons pour lesquelles Macron est si tactile sont à commenter, mais c'est peut-être pas les seules. Ça va, je suis capable j'ai un mental, d'ailleurs, la preuve, je reviens à l'entraînement. Donc ça, c'était une bonne leçon pour Macron. Deuxièmement, c'est une leçon, comme tu l'as dit, à tous les jeunes de France. Enfin, vous ratez un examen, et ben vous pouvez repartir. Vous avez un échec, et ben il faut repartir. Faut remonter à cheval quand on tombe de cheval. C'est une leçon extraordinaire à des millions de jeunes qui ont d'ailleurs Mbappé pour modèle. Et puis, une dernière leçon d'ailleurs aux familles. On dit souvent que les familles n'éduquent pas bien leurs enfants, sont à l'origine de la délinquance. Et ben voyez, quand un gamin, il est entouré de sa famille, il vit encore chez ses parents, qu'il a un objectif, et ben voilà, et ben le gamin, il retourne le lendemain à l'entraînement, et c'est, je trouve, une image tellement positive et formidable. Voilà, moi j'aime Mbappé, je suis fan du PSG en plus, mais vraiment j'ai découvert ce personnage et il est génial. Non mais alors, je m'étais tourné vers Kevin. Moi j'ai suivi ce mondial de football à travers mes élèves, évidemment, qui étaient fascinés par tous ces joueurs de foot. Non, mais j'ai regardé le match dimanche, j'ai trouvé ça extraordinaire. Les 2 derniers buts là où c'était vraiment un très très beau spectacle. Et je trouve que l'équipe de France a donné une très belle image de notre
pays, et ça contrecarre avec ce qu'on avait connu par exemple en 2010 avec un Nicolas Anelka qui avait insulté l'entraîneur, avec un Nicolas Anelka qui refusait de s'entraîner pour protester contre les décisions de l'entraîneur. Là, je trouve que c'était une belle image, et moi en tant que Français, j'ai été fier en effet que cette équipe porte nos couleurs, et quel beau modèle pour la jeunesse. Je crois que les valeurs du sport ont gagné au cours de cette Coupe du Monde, et c'est formidable. Sauf quand Macron vient sur le terrain pour réconforter les joueurs et dans les vestiaires. J'avais tellement honte que je n'arrive même pas à regarder en entier les extraits quand Macron est dans le vestiaire, parce que c'est tellement de la com surjouée. D'ailleurs, il parle de il parle au féminin comme s'il n'y avait pas une femme dans celles et ceux. Il n'y avait pas une femme dans le vestiaire. Enfin, c'était tellement j'ai mal. J'ai honte de regarder. Le bon esprit, on peut aussi. Je pensais que c'était votre coup de gueule. C'est aussi les Argentins. C'est-à-dire ces mauvais gagnants, ces mauvais gagnants avec Emiliano Martinez, qui est quand même d'une vulgarité absolue. Georges Kuzmanovic, allez, un petit mot Mbappé, ça vous a... Non mais moi j'adore Mbappé, et je pense que Mbappé va rentrer dans le quintet des grands, très grands footballeurs. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure. Et justement, c'est pas une défaite. Hein. Bon, je sais que les Américains sont un peu dingues avec leurs règles. Seul le premier vaut le coup, mais faire numéro 2 dans une compétition extrêmement difficile, la plus difficile du football mondial, après avoir été champion du monde, ça va. Hein. Il y a pire comme défaite. Bon, et puis Mbappé, c'est un bel exemple, mais c'est pas le seul quand même. Il est très très riche, il est très médiatisé. Ne serait-ce qu'une de mes filles qui est dans un petit club de gymnastique de banlieue parisienne, dont les filles sont devenues championnes de France, elle aussi, elle se lève très tôt, elle se couche très tard, et puis elle bosse en même temps. Mais c'est un sportif de haut niveau. Oui, c'est un sportif de haut niveau. Mais c'est aussi que les uns se moquent par rapport aux autres. Bon, voilà. Mais c'est normal qu'à ce niveau-là, il s'entraîne. Donc vous voulez dire quoi ? Je me souviens aussi que Mbappé, je pense qu'il a appris des leçons. D'ailleurs, moi, je me suis insurgé contre les insultes racistes absolument insupportables contre nos joueurs qui nous amènent en 2e place et on les insulte parce qu'ils ratent un but. Oui, c'est Zemmour et ça. Mais bon. Mais à une époque, Mbappé s'est un peu moqué des pays du Sud. Lui aussi, de manière pas très intelligente, de l'Argentine et du Brésil. Bon, voilà, je me semble. Et si j'ai bien compris, c'est un retour à l'envoyeur de là-bas, mais c'est totalement secondaire. Juste, puisque Mbappé est le plus visible, mais il y avait dans l'équipe de France 3 joueurs qui venaient de Bondy. Et je trouve là encore que c'est une belle leçon, parce que, y compris, il y en a qui ont été récupérés des National 3, 2, 1. Comme quoi dans la vie, la résilience, puisque c'est par les blessures des titulaires, la résilience est tout à fait possible. Alors moi, je ne crois pas pour autant qu'on puisse extrapoler pendant des heures. On se souvient de la France Black Blamber de 98, qui n'était qu'une parenthèse, certes enchantée. Mais je trouve que à l'époque où il y a une grande démission, notamment des jeunes générations, les entreprises, c'est ce caractère accrocheur, ce mental, y compris ce don de soi, puisque en fait, pour nous, c'est des sommes énormes, mais c'est pas en équipe de France qui gagne le plus d'argent, loin de là. Je trouve que ça donne, ça donne peut-être quand même. En équipe de France, il reverse la totalité d'ailleurs. Oui, souvent. Alors par exemple, Mbappé reverse l'ensemble des noms. Bon, mais ça, l'aspect financier n'étant pas forcément le plus reluisant, moi je crois que c'est ce qui a été dit de manière un peu unanime sur ce plateau. Oui. On va peut-être marquer une pause, mais juste avant, c'est le moment de jouer. Vous le savez, jusqu'à Noël, nous avons un grand sapin de Noël avec une multitude de cadeaux à gagner. Vous gagnerez peut-être un livre qui est déjà collector puisqu'il est en tirage très limité, Gueule du rugby. Il y a des ordinateurs portables HP ProBook reconditionnés par notre partenaire TradeDiscount.com. Bien sûr, vous appelez 0826 300 300. Il y a une montre, un coffret montre ruban avec 2 bracelets interchangeables. 0826 300 300. Et nous prendrons le 8e appel. Allez, bonne chance. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, on va évidemment parler de cette grève, une grève inacceptable, a dit ce matin Bruno Le Maire sur Sud Radio. Il était l'invité du Grand Matin, l'invité de Patrick Roger. On continue rapidement notre tour de table. Kevin Bossuet, coup de gueule. Ah oui, un coup de gueule contre les transports publics en France et notamment en Île-de-France. C'est original. Je le fais souvent, mais c'est devenu en fait
impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un enfer sur Terre. Entre les RER qui ne fonctionnent plus, vous prenez le RERC ne fonctionne pratiquement plus. Il y a des trains annulés tout le temps, des conditions de transport qui sont inhumaines. Vous prenez la ligne 12 ou la ligne 13, vous êtes les uns sur les autres, vous êtes obligés d'attendre 2 ou 3 rames avant de pouvoir monter. Et en termes de santé publique, c'est extraordinaire. On nous raconte qu'il faut faire à nouveau attention à cause de la montée du Covid, qu'il y a une épidémie de grippe, et en fait, on est les uns sur les autres, et évidemment qu'on se contamine. Je trouve que ça pose un problème de santé publique, et les gens sont énervés, les gens sont agressifs, et je peux vous dire que ça va très mal finir. Et en même temps, on apprend une augmentation du pass Navigo à plus de 80 €, mais c'est incompréhensible pour les Parisiens et pour les Franciliens qui prennent ces transports, et ce n'est pas qu'à Paris. Vous prenez partout en France, par exemple dans la région Auvergne, il y a aussi des gros problèmes au niveau des TER qui sont saturés. Donc les transports publics étaient une fierté nationale, et c'est en train de devenir une honte. Et quand vous voyagez un petit peu en Europe, vous voyez que c'est vraiment caractéristique de la France. Donc on en a tous ras-le-bol, qu'on veut un service à la hauteur de ce qu'on paye. C'est quand même pas compliqué. La faute à qui? La faute à la SNCF, la faute à la RATP. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, on va peut-être un désaccord. Qui n'a pas investi pendant des années. C'est l'État. L'État, mais non, mais la SNCF, c'est l'État. Bon, qui n'a pas investi, qui n'a pas investi pendant des années sur les petites lignes au profit du TGV. Le TGV, je pense, a tué la SNCF, et on a donc complètement abandonné les petites lignes, complètement les lignes secondaires, et donc d'ailleurs à tel point que les régions aujourd'hui rachètent les lignes. Moi je vois en Normandie, on a racheté les trains, on rachète les lignes pour pouvoir offrir effectivement un service. Et donc aujourd'hui, alors après, il y a eu du France Mobilité qui a peut-être tardé à remettre à 100% l'offre après Covid, mais aujourd'hui on a des rames qui sont anciennes. Pas la responsabilité de Madame Pécresse quand même en Ile-de-France, parce que là je vous reprends, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Vous avez raison sur le fait qu'il y a eu un sous-investissement, mais même à la création de la SNCF, pour ceux qui connaissent, la SNCF a été créée avec de la dette. Donc une partie a été résorbée chaque année par le gouvernement Macron. Non mais c'est pas des petites dettes, c'est des grosses dettes qui vous empêchent de régénérer le réseau. Bien sûr. Vous avez des lignes dans le réseau qui ont 60 à 70 ans de vie, alors que partout ailleurs, notamment en Allemagne, avec le train régional, ça n'est pas le cas. Ensuite, en ce qui concerne l'Île-de-France, qui est un sujet particulier, pardon, mais moi j'ai présidé la commission des transports à la région sous Jean-Paul Huchon. On a mis beaucoup d'argent sur la table sur l'investissement. Et d'ailleurs, et donc parti l'argent. Il s'est passé que depuis que Madame Pécresse est là, et c'est pas de la polémique, l'argent n'est plus là. L'argent n'est plus là. Enfin, il y a un dernier phénomène. Mais l'argent que vous avez mis, il a été investi. Enfin, il a été investi. Le temps ferroviaire est un temps extrêmement long. Vous allez gagner 200 km de ligne avec le métro du Grand Paris. On voit que des grues et des tunnels. On va doubler le réseau du métro. Tout a été investi. On a créé Grand Paris. Non, pas tout. C'est pas vrai non plus. On a créé, pour ceux qui traversent le périphérique, 8 lignes de tramway. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas investi. Maintenant, il y a un dernier problème, qui est un problème structurel et qu'on retrouve avec la grève SNCF qui, je l'imagine, va faire l'objet de polémiques. Le manque de personnel. Le manque de personnel, mais il faut aller plus loin. Il y a une grande démission en cours partout, et notamment dans les transports. Donc on peut dire c'est les privilégiés et tout, mais le matin, il n'y a plus de personnes. Quand vous entendez le message problème d'acheminement du personnel, c'est que les types soit sont dans les bouchons, soit ils ne sont pas levés. Et on peut dire c'est des salauds, mais beaucoup en tirent les conséquences. Beaucoup démissionnent, et on ne trouve plus de chauffeurs de bus. Voilà, ça c'est encore autre chose. On en parle régulièrement. Ça, c'est le problème des chauffeurs de bus qui sont plus. Vous avez la même musique partout. Georges Kuzmanovic. À l'hôpital. Bien sûr, c'est sûr. L'émission record. Mais c'est exactement ce qu'on a dit hier. C'est tous des métiers en tension. Non, c'est pas des métiers en tension. Il y a les infirmières, les pompiers, les policiers municipaux. Il y a une autre raison. En que ça, Madame Pécresse est tout à fait et réellement responsable. Non. Mais c'est globalement qu'il y a une responsabilité. Voilà où mène 40 années de néolibéralisation. Et vous ne pourrez rien faire pour les services publics, comme vous dites. Mais où est la néolibéralisation? Parce qu'au contraire, c'est la gestion de financement. Mais pas du tout. Vous avez le droit de développer un propos. Vous connaissez, vous savez, la RATP, ça s'appelle l'externalisation. Les poseurs de rails n'est pas la RATP. Les métros à Tokyo et les métros à Moscou ou les métros dans d'autres pays arrivent à l'heure. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des structures globales.
Ils ont tous les métiers. Mais ils sont pas du tout communistes. Ils me semble à Tokyo. Laissez-le le développer un point de vue. Enfin, c'est terrible. Ce ne sont pas des entreprises externalisées. Et ils ne sont pas limités dans les financements par les règles absurdes de l'Union européenne. Et d'ailleurs, je vous le dis, si vous, au cas où vous ne le sauriez pas, de toute façon, ce qui est visé, c'est la privatisation et c'est une directive européenne. Non, c'est une délégation de service public, ce qui est totalement différent. Tout est mis en place pour la privatisation. Et c'est ce qu'on a, et c'est ce que fait le néolibéralisme. C'est la socialisation des profits et Non, on ne privatise pas. On va pas privatiser les lignes de bus. Mais bien sûr que oui. Les bus, c'est en cours de privatisation. La RATP va être privatisée. C'est exactement ce qui se passe. La RATP. Non, monsieur, vous savez ce qui se passe? C'est on détruit les services publics, on fait en sorte qu'ils ne soient pas financés, et après, ça permet la privatisation. Mais enfin, Georges, qui détruit les services publics? Quand vous voyez ce qui ne fonctionne pas, pardon, le service public de l'audiovisuel, il y a une dette colossale. Alors maintenant, ça va être peut-être réglementé, mais quand vous voyez qu'il y a, je me répète, mais je le répéterai à l'envi, qu'on peut faire des CDD sur 40 ans, est-ce que vous avez une seule entreprise privée qui peut faire ça? Non. C'est la gestion de l'État. Monsieur Calfon l'a dit tout à l'heure très clairement. Et d'ailleurs, c'est dans Adam Smith, qui n'est pas plus lu par les libéraux que Marx n'est lu par les communistes. Il dit clairement qu'il y a certains secteurs stratégiques qui doivent être contrôlés par l'État, dont les transports. Et oui, parfois, il y a des choses qui coûtent de l'argent, comme l'hôpital, ça ne rapporte rien. Et organiser les transports permet d'avoir des transports organisés pour les entreprises. Pour les transports. Et donc, si ça a un coût, pour les transports, il y a quand même, vous savez, ça me fait penser au débat il y a quelques années sur le nucléaire. Tout le monde crachait sur le nucléaire et tout le monde a compris qu'il fallait en passer par là. Bon, les socialistes surtout ont craché sur le nucléaire. Oui, enfin bon, quelques autres. Bon. Après, avec les écolos, c'est eux qui ont détruit les... Je voudrais reprendre les bandes audio et télévisées après Fukushima, tous ces gens qui disaient que c'était sale et que les Allemands étaient formidables. Alors, en ce qui concerne les transports, parce que c'est quand même Hollande et Hulot qui ont... Attendez, on peut développer en plus 140 signes, parce que je vais aussi vous bloquer à la radio et pas simplement sur Twitter. Le point il m'a bloqué sur Twitter. Incroyable. C'est pas pourquoi d'ailleurs. J'ai dit que vous étiez sans doute excessif. Je ne bloque que les gens excessifs. C'est entre le socialisme et les libéraux. En plus, les auditeurs s'en foutent que je vous ai bloqué sur Twitter. Absolument. Donc le point, il est tout simple, c'est qu'on peut cracher tant qu'on veut, et c'est quand même la spécialité française sur le système ferroviaire, mais si vous voulez de l'écologie, du collectif, du vertueux, c'est ce que fait Madame Delga en Occitanie en rendant le transport à 1 euro. Il va falloir en passer par là. La deuxième chose, là où je vous suis, même si je ne dis pas tout le néolibéralisme, c'est là où j'ai une nuance, mais c'est que ce ne sera jamais rentable sur le plan purement financier que d'investir dans le transport régional. Et pourtant, c'est indispensable. C'est juste indispensable. C'est tout à fait comme le nucléaire. Donc, je vous invite tous à prendre le problème dans la globalité. Oui, il y a de la mauvaise gestion, je suis d'accord. Oui, il peut y avoir de l'excès dans certaines revendications, mais en même temps, si j'ose dire, c'est moi qui le pratique, il y a une grande démission collective. Donc il va falloir qu'on ait un consensus pour faire du transport ferroviaire régional, vertueux et non rentable structurellement, mais qui soit rentable pour l'intérêt général et pour la planète. Mais vous êtes d'accord que c'est à l'encontre des directives européennes? Il y a quand même Madame Borne, quand elle était ministre, a mis en place. Mais encore, c'est une directive européenne. Tranquillement. Allez, bon, juste, Georges, une auditrice, Karine, dit il a raison, toute l'administration s'est cassée la figure depuis l'externalisation. Avant, il y avait tous les corps de métier dans l'administration, tout était réparé tout de suite. Maintenant, il faut passer par des sociétés privées. Tout prend un temps phénoménal, sans compter ce que ça coûte à l'administration. C'est un fait. Allez, on va prendre notre gagnante. Après, il y aura votre coup de gueule, votre coup de cœur, je ne sais plus. Notre gagnante, allez, un petit moment heureux au pied du sapin de Sud Radio. Bonjour Béatrice. Bonjour Valérie. Bonjour, vous nous appelez de Haute-Garonne. Voilà, c'est ça, de Portée-sur-Garonne. Où ça, pardon? Portée-sur-Garonne, à côté de Toulouse. Très bien. Bon, vous préparez le réveillon? Oui. Tranquillement. Je suis invitée. Voilà. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est vraiment bien. C'est mieux, hein. Ça, c'est mieux, effectivement. Alors, qu'avez-vous gagné? On va ouvrir votre cadeau. Oui. Alors, c'est une enceinte connectée Ecodot qui vous est offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Voilà, car vous avez gagné, Béatrice. Vous pourrez contrôler votre musique par une simple commande vocale. Vous pouvez dire « Allumez Sud Radio » plus et fort, hop, plus bas, voilà, vous serez plus fort, Sud Radio. Parfait. Voilà. Vous allez la garder ou l'offrir?
Peut-être l'offrir, je pense, plutôt, à un neveu ou une nièce, peut-être. Voilà, ça vous fait un petit cadeau supplémentaire à offrir, à mettre au pied du sapin. Merci d'être fidèle à Sud Radio, Béatrice. Merci beaucoup et joyeuses fêtes à tout le monde. Bonne fête à vous également. Merci à vous, Béatrice. Et nous, on va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant. On va revenir sur la grève, sur la visite de Zelensky aux États-Unis. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h avec François Calfon, Kevin Bossuet, Nicolas Jeantet et Georges Kuzmanovic. On va essayer de se mettre d'accord quand même sur quelques sujets. Georges, vous aviez un coup de gueule qui concerne l'industrie. Oui, coup de cœur sur le nucléaire. Ouais. Écoutez, tout à l'heure, Monsieur Bruno Le Maire passait et il s'est perdu sur Sud Radio dans une incompréhension de 20% qui vont être réduits des factures des Français. On sait tous très bien que c'est une classe politique qui est en France, effectivement plutôt à gauche, mais je vous assure, ce n'est pas les seuls. Et en Allemagne, il ne me semble pas que la CDU soit de gauche. On s'abordait sur injonction d'ailleurs de l'Allemagne, le nucléaire mais à cause français. des écologistes aussi en Allemagne, excusez-moi. Par électoralisme. Le nucléaire français qui nous aurait permis d'avoir une indépendance, une souveraineté énergétique dans un contexte de crise internationale. 100% décarboné, n'oublions pas. Laisse-le finir. Quasiment 100% décarboné. Non mais je viens à l'appui de cette thèse. Et je refuse de considérer M. Emmanuel Macron comme de gauche. Il est quand même depuis 12 ans, d'une certaine manière, 11 ans aux affaires en tant que conseiller. D'ailleurs, c'est l'ancien président François Hollande qui expliquait dans son livre, d'ailleurs un président ne devrait pas dire ça, je pense, que c'était son conseiller qui était responsable de la vente d'Alstom. C'est une catastrophe concernant notre intérêt stratégique. Et puis il y a eu l'arrêt d'Astrid. L'Astrid, c'est la fermeture du cycle nucléaire et donc de faire fonctionner nos centrales au MOX, donc à l'énergie, enfin aux déchets nucléaires. Donc ça a été arrêté par M. Emmanuel Macron, qu'on l'entend en ce moment avec Proglio, avec M. Yves Bléchet, qui passe à la commission d'enquête parlementaire, où on voit la catastrophe et l'impéritie totale de ceux qui nous ont gouvernés. Mais il y a un coup de cœur qui est lié à ça, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis il y a une semaine. C'est le résultat obtenu pour la première fois sur une fusion nucléaire civile où l'énergie produite a été légèrement supérieure à l'énergie engagée, et la maîtrise de la fusion nucléaire Ce qui est triste, c'est que la fusion nucléaire ne soit pas maîtrisée en France et en Europe sur le site français. C'est le point que vous voulez soulever. On avait, mais on a encore la possibilité de... Ça va prendre du temps. Les investissements sont là à Cadarache. Mais les investissements à Cadarache, mais on a toujours cette loi qui n'a pas été supprimée par Emmanuel Macron alors qu'il est passé à Belfort. Et à Belfort, il a dit qu'il allait relancer le nucléaire. Mais il y a toujours 14 centrales dont on prévoit la fermeture. On se demande bien pourquoi. Rien n'est fait réellement pour relancer la filière, à part 100 milliards sur 10 ans, c'est ridicule, c'est-à-dire 1 milliard par an, c'est-à-dire à peine 0,5% d'augmentation du budget recherche, alors qu'il faudrait beaucoup plus. On voit bien là que, vu les contraintes sur l'énergie, là, les pics atteints sur le pétrole, sur le gaz, le fait que l'année prochaine, on ne va pas pouvoir, il n'y aura pas la compensation du gaz russe si on n'a pas trouvé d'accord avec les Russes, on va être vraiment dans une grande difficulté. Trouver, là, à mon avis. Non. Là, nos réserves sont pleines parce c'était le gaz d'avant qui est rentré, mais là, on en donne aux Allemands. Il va falloir arrêter avec les idioties qui sont imposées par un certain groupe politique comme les Verts, arrêter de suivre l'Allemagne sur ces questions-là. S'ils ont fait le choix stupide parce qu'ils ne voulaient pas que la France ait un avantage compétitif, tant pis pour eux. Nous, il faut qu'on garde nos industries et on a besoin d'une énergie peu chère. Je voudrais rajouter, dans les conséquences immédiates de tout ça, si les Français ont eu de l'électricité et de la lumière, quand même, parce que ça, c'est quand même délirant. C'est parce que vous avez des pétroliers, ou plutôt des méthaniers, qui viennent des États-Unis nous apporter du gaz de schiste. Alors, je dis au passage, c'est hypocrisie totale. Non, mais c'est hypocrisie totale. Qu'on a rouvert une centrale au fioul, qu'on a rouvert des centrales à charbon. Et tout ça, c'est le résultat, de l'écologie politique, que je distingue de l'écologie, qui est vent debout contre le nucléaire encore aujourd'hui, et d'une partie significative de la gauche.
LFI est toujours pour la sortie immédiate du nucléaire. Correct. Je trouve ça absolument délirant. Délirant, il n'y a pas d'autre mot. Parce que derrière, il y a finalement la fin de ce qui distinguait la gauche, c'est-à-dire l'idéologie de la confiance en la science et dans le progrès. On a maintenant une gauche qui est hypocrite, une partie de la gauche est complètement régressive. Ouais, alors même que Greta Thunberg, c'est dire, dans son dernier livre, elle aussi. Elle est en train de revenir dessus. Elle est en train de revenir dessus. Oui, bien sûr. Bien à son âge, d'ailleurs. Oui, mais justement, elle est jeune. Comme donc M. Jean Covici, comme tous les ça- vrais écologistes, en fait. C'est un bon processus. Voilà. Absolument. Exactement. On n'a Comme pas les vrais parlé écologistes. du maillot de foot reçu par Ça, Elisabeth c'est quand Borne. même un peu Un petit culotté mot quand même. Donc elle a reçu un maillot des Bleus floqué d'un 49.3 Ses pendant un dîner. ses collaborateurs lui Pendant ont un donné un dîner maillot à de. Matignon. Moi, je croyais que c'était des Non, gilets jaunes, non? Non, c'est ses collaborateurs eux-mêmes. Non, mais enfin, c'est un peu, Ouais. c'est un peu culotté quand même vis-à-vis des Français, C'est- parce que le 49.3, je crois qu'on en est au 10e. Ouais. C'est quand même pas tellement démocratique, même si dans la Constitution, c'est un peu limite des collaborateurs, c'est un peu provocateur, je trouve. Ça a Le été meilleur, lancé. le meilleur tweet, Oui. j'ai trouvé au moment où on avait notre président qui s'est décidé de se transformer en nounou et de... êtes gentil, câliner les joueurs. d'essayer de conseiller Mbappé et de s'attirer de la sympathie de cette manière-là. Le tweet c'était désolé Kylian, Oui. on peut pas utiliser le 49.3 pour gagner la Coupe du Monde. Absolument, je l'ai vu passer. Parlons de la grève à la SNCF. Ce matin, Jean-Pierre Farandou, le président de la République, pas de la République, pas encore, la SNCF a présenté ses excuses et a constater que aujourd'hui cette grève elle est hors de contrôle des syndicats, qu'il y a eu des discussions jusqu'au dernier moment. Il y a eu des signatures avec les syndicats, y compris Sud, ce que j'ai appris. Bien sûr. Oui, absolument. Donc c'est quand même un contexte très particulier. Il faut revenir quand même juste au truc. Effectivement, Nicolas, les négociations entre le syndicat et le patronat, enfin entre la SNCF, ont eu lieu il y a quelque temps. Il y a eu 5,7% d'augmentation. Il y a eu 5,2 en 2021. Ils ont eu 600 € effectivement sur 2 ans. Sur 2 ans. Et tout d'un coup, il y a un collectif de cheminots sur Facebook. Alors d'abord sur WhatsApp, c'est une boucle WhatsApp entre eux, et ensuite sur Facebook, qui ont décidé qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces négociations et qui ont donc essayé de se rebeller. Alors c'est ce qui est incroyable d'ailleurs, ils ont organisé sur Facebook un espèce de sondage pour savoir si leurs 3500 adhérents étaient d'accord. Et apparemment, ce sondage a été plus ou moins manipulé par les syndicats. Et donc, les syndicats ont dû après faire un appel à la grève, ce qu'ils ne le souhaitaient pas d'ailleurs. Pas un appel, mais maintenir le préavis. Et ça, on est arrivé aujourd'hui ici. Juste ce matin, je vois la dépêche AFP, bravo Sud Radio ce matin, qui recevait Bruno Le Maire. Le ministre réclame une solution dans les prochaines heures. Et moi j'ai entendu ce matin Jean-Pierre Farandou qui disait on maintient le dialogue et tout, mais là, ce week-end, c'est foutu. Donc, mais de réclamer. Pour le nouvel an, apparemment. J'ai écouté ce matin un responsable UNSA, qui est le deuxième syndicat quand même à la SNCF, et qui dit, mais pour le premier an, c'est foutu. Et d'ailleurs, l'État est en. Juste, je finis mon propos. Alors, l'État est en double. L'État est embêté parce qu'il ne peut pas discuter avec cette coordination, il est obligé de discuter avec ses syndicats, et donc il est embêté. François Calfon, mais il demande effectivement pour le nouvel an, sauf que ce matin, Farandou avait l'air de dire que c'était très compliqué. Vous savez, je veux dire, ça, on va répondre sur le maire. C'est les injonctions contradictoires du gouvernement. Ils disent c'est une grève scandaleuse, je demande d'en finir. Farandou ne va pas envoyer les CRS, donc il est obligé d'ouvrir le porte-monnaie. Ça, c'est le en même temps du gouvernement. Ensuite, ça dit quelque chose de très grave. Je voulais dire ça ce matin, puis en fait, c'est Farandou qui l'a dit, donc c'est très bien. C'est la gilet jaunisation du dialogue social. Et le problème qu'on a, c'est que vous prenez 2 entreprises de transport, parce que moi, je connais bien le système de transport pour en avoir été l'un des gestionnaires. À la RATP, les administrateurs de quelles que soient les organisations syndicales sont des administrateurs non pas des instances représentées, mais de l'entreprise elle-même. Et d'une certaine manière, vous n'avez pas ces débordements-là. À la SNCF, structurellement, vous avez une entreprise qui a une difficulté de dialogue social, donc il faut renvoyer dos à dos les uns et les autres. J'entendais ce matin, et je crois qu'il faut être très clair sur ce plateau, Monsieur Laurent Berger, qui condamne cette grève. Moi, je la condamne. Mais tous les syndicats, non, mais je la condamne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'intérêt général... la CGT la condamne. L'intérêt général, c'est de comprendre ça. Et l'intérêt général, c'est aussi d'avoir une forme de hiérarchisation et de respecter la représentation, qu'elle soit
politique ou syndicale. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y aura sans doute des grèves et des mouvements sociaux sur les retraites, mais on ne peut pas bloquer pour un oui, pour un non. Cela traduit quand même, je pense, et on doit vraiment y être attentif, une forme de radicalité qui se nourrit des réseaux sociaux, où au fond la revendication, quelle que soit sa nature, n'est plus guidée par le principe de l'intérêt général. Non, alors attendez, Nicolas, on va laisser parler un peu Kevin. Moi, je pense que c'est plus grave que ça. Moi, je pense que c'est un recul civilisationnel, parce que jusque-là, Noël était un petit peu épargné, que ce soit de la gauche à la droite. C'était des fêtes de famille où l'esprit de famille était mis en avant. Et là, vous avez des gens qui, dans leur égoïsme et de leur individualisme, décident ouvertement de gâcher le Noël de milliers de familles. Et des plus précaires. Parce que ceux qui ont les moyens peuvent prendre l'avion, peuvent louer une voiture, les autres ne peuvent pas. Et encore une fois, coup de cœur et coup de chapeau au personnel non roulants qui ont décidé ce week-end d'aller dans les trains pour permettre à un certain nombre de trains de rouler. Bah si, il y a des gens capables de trouver des centaines de conducteurs, même pas de conducteurs. Non, pas des centaines, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Quand même, la SNCF, ils auraient pu anticiper quand même ce phénomène. Il faut remplacer quelques centaines de chefs de bord. Oui, mais enfin, vous n'allez pas renvoyer la faute sur la SNCF pour une... si, moi je faut mettre en place un service minimum et faire des réquisitions et puis remettre en cause le droit de grève, parce que là, il est complètement dévoyé, c'est juste une honte. Non, mais ce qu'on évoquait hier, c'était d'interdire les grèves à Noël. Il y a eu 14 grèves à Noël depuis 20 ans. 14 depuis 20 ans, vous imaginez ? Donc c'est pas la première. Non, c'est pas la première. Oui, mais là c'est la première fois. Alors, vraiment, il y a des conséquences. 200 000 personnes. Ce serait une évolution civilisationnelle pour le coup que d'interdire la grève. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Ceux qui se sont organisés en collectif manquent vraiment d'à propos, parce que franchement, ils emmerdent surtout les Français à un moment où les gens vont en vacances. Bon, je ne sais pas si c'est le transport le moins cher. Ça commence à devenir très cher. Non, mais quand vous avez pris vos billets il y a 3 mois, que vous les avez payés effectivement moins cher, et qu'aujourd'hui, j'entendais un auditeur qui disait j'ai payé mon billet 100 € et maintenant, si je veux prendre l'avion, c'est 800 €. Mais on peut continuer à regarder par le petit bout de la lorgnette, ou juste ce qui s'est passé la veille et commenter à l'infini, soit de voir ce qui structurellement ne va pas. Structurellement, ce qui ne va pas, c'est que, là encore, il y a une destruction d'un service public qui était la SNCF, qui n'était pas rentable, qui organisait les échanges sur le territoire avec des lignes locales qui ont été fermées, avec des changements de statut, avec un affaiblissement des syndicats qui nous amène à une situation où tout le monde est très content. Oh, ils sont faibles, la CGT, ils perdent les élections. Ah, tout le monde se félicite chez les néolibéraux. Et puis, il se passe ce qui se passe dans tous les pays, comme ça s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire que ça donne la porte ouverte, comme vous l'avez dit. Il y a maintenant des outils qui n'avaient pas il y a 10-15 ans, qui permettent de s'auto-organiser et de faire, comme ça a été dit, on peut quand même s'interroger pourquoi les syndicats... Donc, peut-être faudrait-il revenir en arrière, et là aussi, comme pour le nucléaire, que l'État reprenne le contrôle là-dessus, qu'il y ait une grande réforme, mais pas au sens néolibéral et voulu par l'Union européenne, où on refait une véritable SNCF et où on a un dialogue social très en amont à l'allemande, et pour éviter ce genre de grèves qui sont insupportables aux Français au moment... On peut s'interroger, c'est savoir comment les syndicats n'ont pas pu encadrer ce mouvement. Ils se sont laissés dépasser. Alors, il y a eu des élections, effectivement, en novembre, tu as raison. Il y a une abstention. Parce que c'est un mouvement un peu différent et qui dit quelque chose de ce qui peut se passer dans les mois à venir. Les syndicats sont là pour justement... D'habitude, ils encadrent les premiers piquets de grève en général et ils les récupèrent là. Et là, ils n'ont pas réussi à les récupérer. C'est quand même, effectivement, une défaite des syndicats. Mais après, ne soyons pas simplement sur le cadre SNCF, qui est un cadre hautement syndiqué, donc où la conflictualité est traditionnelle. Mais il y a une forme de délitement de la société, de délitement du lien de représentation. Alors, puisque les autres aspects ont été abordés, qu'il y a des élus, des anciens élus ici, ça fait 30 ans qu'on crache sur les élus comme quoi c'est des pourris, sur les directions syndicales. Bien sûr. Elles seraient pourries. Et ben, vous détruisez, c'est le grand chamboule-tout qui a été accéléré par Emmanuel Macron sur les corps intermédiaires. Exactement. Et ben, vous avez une société verticale où en haut, il y a des élites coupées du peuple.
on l'a encore vu, hein, et en bas, il y a des gens en furie. Et finalement, dans un pays très jacobin, très vertical, eh bien, un peu de girondisme, et je pense que je ne serai pas suivi par mon interlocuteur, c'est-à-dire des corps intermédiaires, un dialogue social fort doit être soutenu par tous. Et c'est pour ça que c'est un peu à inverser. Je suis content de la qualité du dialogue ce matin, parce que c'est pas haro sur les syndicats, tout le monde a bien compris de ce... Bien sûr. Mais enfin, quelle est la représentativité aujourd'hui des syndicats dans Elle est faible. Mais défendons-les. J'ai envie de dire, Valérie, plus on va leur taper dessus, plus on aura des gilets jaunes. Non, mais là... on se souvient que Macron a ignoré les corps intermédiaires au début de son mandat. L'exemple des syndicats de l'éducation nationale, je peux vous dire que ces syndicats ne sont absolument pas au niveau. Ils sont dans l'idéologie la plus totale. Ils sont encore dans une lutte des classes et complètement dépassés. Et surtout, ils ne défendent pas l'intérêt des professeurs. D'ailleurs, on l'a vu, il y a eu des élections professionnelles récemment. Il y a eu moins de 50% de participation. Donc les syndicats sont évidemment responsables de cela. Et non, moi, je n'ai pas envie de les défendre. Quand vous avez dans notre pays 10% de syndiqués dans le privé et 20% dans la fonction publique, vous voyez bien qu'il y a un gros problème. Ah non, mais moi, je suis pour des syndicats responsables, des syndicats qui dialoguent, des syndicats qui ne font pas des grèves préventives, parce que ça, c'était la grande invention. On n'a même pas commencé à négocier, on commence déjà à faire grève. Même là, il y a chez les cheminots, chez les contrôleurs de train, 80% des revendications ont été satisfaites. Ils trouvent encore le moyen de faire grève. C'est de l'irresponsabilité. On ne peut pas miser sur des gens qui sont là-dedans, dont le but c'est de montrer leur petit pouvoir et leur capacité de nuisance. C'est irresponsable. Donc les syndicats, ils s'effondrent justement. Vous devriez être content. Je dis ce n'est plus possible. Mais vous devriez être content puisqu'ils s'effondrent. Mais ça serait bien plus intéressant d'avoir un syndicat. Vous êtes pour les collectifs ? Alors moi, les gilets jaunes, j'étais favorable aux gilets jaunes jusqu'au moment où ce mouvement a été utilisé par des mouvements radicaux. Mais sinon, je trouve que c'était bien une montée citoyenne avec des revendications citoyennes. Ça voulait dire quelque chose. C'est incontrôlable. C'est incontrôlable. Mais au moins, les vraies revendications étaient défendues. Reprennent de la force. Mais là, ils sont totalement impuissants, les syndicats dans l'État. On ne peut pas dire ça. C'est une vraie leçon. Vous voyez, j'étais ce studio, pour ceux qui nous écoutent, est juste à côté de la l'INSEE du RER qui fonctionne mal pour des raisons d'exploitation. En Ile-de-France, vous n'avez pas une seule grève dans l'ensemble du réseau. Donc je dis quand même, ils vont me dire, mais encore un Parisien, c'est 50% du trafic de la SNCF. Non, mais je parle de la grève SNCF. Aujourd'hui, les syndicats sont dépassés. Ils sont dépassés. Aujourd'hui, je peux vous dire, vous allez voir, malheureusement, je touche du bois, mais en plus il y a du bois sur le studio. Vous allez voir quand il y aura des appels à la grève générale sur les retraites, vous allez voir s'ils ont de la puissance ou pas. L'ensemble du réseau ferroviaire sera bloqué, c'est évident. Mais on va, de manière générale, vers une situation difficile dans le pays. Le travail, plus de 22% des Français qui travaillent ont un travail précaire. On a une crise énergétique, on va avoir on a une crise économique, on risque d'avoir une crise financière grave. Et les sociétés dérégulées sont des sociétés qui s'effondrent. De manière générale, il faut revenir sur ces 30 dernières années et la destruction systématique de toute régulation, et les syndicats font partie de la régulation. Moi, je suis pour, je ne sais pas pourquoi je serais contre les corps intermédiaires. D'ailleurs, il me semble que c'est le comité de salut public qui a eu cette fantastique inversion. Les Jacobins, mais non, ça c'est bon. Voilà, et accepter que c'est bien d'avoir... CFDT personnellement, c'est pour ça. Mais... Non, je ne suis pas très CFDT. Ah bah voilà. Mais si on avait une CFDT, si on avait par exemple une syndicalisation obligatoire avec des discussions en amont et une réflexion dans les pays du Nord, mais on a la social-démocratie, ça fonctionnerait peut-être. Moi, le libéral, je suis d'accord. Mais la dérégulation mène au chaos. Allez, petite pause, 9h46 sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h, parlons un peu de l'Ukraine, de Volodymyr Zelensky, ovationné par le Congrès américain hier. Il a affirmé que l'Ukraine tiendrait ses positions. Il a été applaudi, il y avait des drapeaux partout. Et puis surtout, Joe Biden a réaffirmé son soutien financier, absolument, Georges. De l'argent et des armes. Comment vous comprenez cette visite? On va lui donner des missiles patriotes aussi, j'ai entendu ça. Je vous avoue que je suis un peu inquiet sur les visites des 2 derniers jours. Zelensky va à Washington, donc c'est flonflon à l'américaine. Défense de la démocratie.
du bien. Bon, ça c'est classique et c'est dans le registre américain géopolitique. Mais en même temps, Medvedev, ancien président de la Russie, ancien Premier ministre et patron, chef du parti Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, va à Pékin, rencontre Xi Jinping et nous un accord, un énième accord stratégique éternel. Enfin, et en même temps, Vladimir Poutine, lui, va à Minsk pour parler en personne à Loukachenko. Oui. Quelque chose me dit comme ça au doigt mouillé que ça risque de swinguer encore plus que ça ne l'a été jusqu'à maintenant. Étape, là. Donc là, bon, de toute façon, il faut bien comprendre que pour ceux qui suivent un peu la géopolitique russe, ce qui est mon cas depuis des années, les Russes iront jusqu'au bout. Point. Bah oui. Ils considèrent que c'est chez eux et qu'on est venu trop près, qu'ils aient tort, que ce soit fasciste, ce que vous voulez, ils iront. Le problème, c'est qu'ils ont 6000 têtes nucléaires et qu'on ne peut pas traiter la Russie comme on traite la Libye ou l'Irak. Ça ne marche pas. De l'autre côté, les États-Unis, eux, sont aussi alimentent le feu de la guerre. Ils y gagnent énormément, comme on avait la vente du GNL, la vente d'armes, le renforcement de l'OTAN, le contrôle encore plus en Pologne, exacerbé. ils viennent d'acheter je ne sais plus combien de chars américains. Voilà. Donc le militaro-industriel, voilà, ça va bien. Bon, maintenant, les Patriotes, c'est construire un dôme de défense avec les Patriotes, bon, ça se fait pas en 2 jours non plus. Non. Et puis, je suis pas sûr qu'ils aient envie de perdre leur technologie en cas de prise de guerre. Apparemment, ce missile, il faut 3 mois de formation. Non, mais toutes les armes, centaines d'hommes. Non, mais celle-là, particulièrement. Mais c'est dans l'affichage, c'est-à-dire tout ce soutien des États-Unis, c'est le symbole. C'est le symbole et puis le soutien financier. Donc c'est la guerre jusqu'au bout, jusqu'au dernier Ukrainien. Et moi, malheureusement, j'ai l'impression que les Russes, eux, ont envie de faire une guerre longue. Parce que la guerre n'est pas que sur le terrain de qui a avancé 5 km, qui a pris 3000 m², c'est très intéressant pour le commentaire au jour le jour, mais la guerre qui est organisée par les BRICS, je suis assez d'accord. Et on le voit sur tous les fronts, sur tous les accords commerciaux qui sont signés, c'est une guerre contre l'hégémonie de l'art. Et c'est ça le méta-conflit, et c'est le vrai sujet, malheureusement, sur le dos des Ukrainiens. Je suis d'accord avec une chose qu'on avait perdu de vue, parce que finalement on a perdu la culture de la guerre, c'est heureux, mais la dynamique de la guerre n'est pas celle de la diplomatie. C'est-à-dire que on croit qu'il y a une rationalité propre à la diplomatie dans la guerre. Or, la seule rationalité de la guerre, c'est la guerre. Et nous sommes en train de nous installer dans une guerre longue. Alors, une guerre longue. Alors, je me souviens que les proches de Poutine disaient, quand ils auront froid en hiver, ils reconsidéreront leur position. Eh bien, je pense que finalement, il faut revenir aux principes fondamentaux de la diplomatie. C'est-à-dire que ceux de nos intérêts fondamentaux. Et ceux de nos intérêts fondamentaux, c'est pas la perpétuation jusqu'à l'infini de la guerre. Et là, je vais dire, alors peut-être que je vais me prendre les foudres sur ce plateau, je trouve que la position de la France, avec toutes les outrances de Macron, qui était une position un peu d'équilibre, me paraît celle qui doit de nouveau prévaloir. C'est-à-dire qu'il faut discuter avec les belligérants et avoir une sortie politique. Oui, mais d'accord, mais on dit bien sûr, mais chaque jour qui passe, ça n'a pas donné grand-chose. Non, mais d'accord, parce que finalement, on a quand même cédé à armer l'Ukraine, etc. On aurait dû regarder la Turquie. Je trouve que c'est pas un pays formidable, hein, bien sûr, mais on aurait dû avoir une position d'équilibre bien plus forte en France, dans la tradition gaullienne, pardon de la convoquer un petit peu, pour donner une chance à la paix, c'est-à-dire donner une chance à la négociation collective. Là, je crains fort que les Français continuent avec l'hyperinflation, avec la crise énergétique, d'en payer de lourdes conséquences. Kevin ? Oui, non, mais je suis d'accord, il faut négocier. Moi, je trouve que Zelensky m'agace quand même profondément. Cette manière de prendre à partie les opinions publiques occidentales en essayant de susciter des émotions, franchement, je trouve que c'est trop. Quand il s'adressait à Israël, il mettait en avant la Shoah. Quand il s'adressait aux Français, il mettait en avant Charles de Gaulle. À un moment donné, bien sûr qu'il faut soutenir l'Ukraine quand on est attaché à la souveraineté des États, quand on est attaché à la démocratie et à la liberté, évidemment, mais cette manière finalement de prendre à partie tout le monde et nous présenter les choses comme le camp du bien et le camp du mal, c'est quelque chose qui n'est pas... Enfin, pour moi, ça me pose problème. Et la vérité, c'est qu'on est ici dans une véritable guerre de civilisation, avec d'un côté le modèle américain qui est le modèle libéral et le modèle démocratique, et de l'autre côté le modèle poutinien qui est un modèle autocratique et un modèle conservateur. Et de toute manière, on est parti sur de la longue durée, parce que, comme vous l'avez très bien dit, Vladimir Poutine ne reculera pas.
droit. Il considère que les territoires qui sont acquis sont des territoires russes, comme les Ukrainiens ne peuvent plus reculer non plus. Donc évidemment, il faut favoriser la négociation, mais j'ai bien peur qu'en effet, tout cela se termine très mal, parce qu'on va de plus en plus dans une escalade qui risque d'être assez violente. Ouais. Et sur le temps long, je suis assez d'accord avec Georges, c'est-à-dire que l'hiver, ils vont attendre et puis reprendront peut-être après. On n'est pas sur du... front au nord, à quelques kilomètres de Nicolas. Oui, non, mais moi je suis inquiet, comme tous les gens sur ce plateau. Je pense que il est venu chercher des armes, il est venu chercher de l'argent, mais c'est surtout un symbole. Et on revient vers une guerre États-Unis-Russie qui est quand même très inquiétante. Alors, une guerre froide aussi qui va être très très longue. Les uns et les autres campent sur leur décision. Poutine ne va pas lâcher, Zelensky ne va pas lâcher. D'ailleurs, maintenant il se considère comme un chef de guerre. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'a pas dans sa tête de reprendre la Crimée pour. Après, je pense que tout cet argent, il doit y avoir de la fuite d'un réseau. Bien sûr. Dans des paradis fiscaux, vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis très. Peut-être pas jusque-là, mais effectivement, l'homme n'est pas clair non plus. Avant le déclenchement de cette guerre, il y avait quelques questions d'ONG tout à fait respectables sur la captation par le clan des Zelensky d'un certain nombre d'argent public. Bien sûr, il est loin, bien sûr. Mais à la différence de la guerre la guerre froide, là c'est une guerre de civilisation. Là vous avez vraiment deux blocs. Ouais. Là, c'est pas le cas. Chacun va me dire c'est plus démocratique, moins démocratique, mais en vrai, c'est une guerre qui ressemble à celle de la Première Guerre mondiale. Exactement, deux blocs. Mais non, une guerre de puissance. C'est une guerre de puissance, de qui va contrôler les ressources, qui va dominer sur les décennies à venir parce qu'il aura les bons réseaux de ressources et de production. En 14, effectivement. Après, en son temps, Jean-Pierre Chevènement a dit à propos de la chute du mur de Berlin, le mur de Berlin est tombé, un mort Jacques Delors. Eh bien, la guerre russo-ukrainienne dure, un mort l'Union européenne. Il n'y a plus d'Union européenne. On aura l'occasion d'en débattre. Réécoutez Bruno Le Maire, Patrick Roger l'a interrogé sur l'économie russe. Il avait dit, vous savez, nous tuerons l'économie russe. Alors il a dit que la Russie avait fragilisé, la Russie sortirait fragilisée du conflit et que l'économie russe souffrait énormément et que c'était le prix de la liberté, ce que nous subissons en Europe. Voilà, mais c'est faux. Notre économie souffre beaucoup plus. Et on a déjà l'exemple des sanctions de 2014. Les Russes ont eu des sanctions depuis 2014, très sévères. En 2014, ils n'avaient pas d'agriculture. Ils n'avaient rien. Les silos pourrissaient. En 8 années, ils sont devenus totalement autonomes. Nos agriculteurs à nous, laitiers, fruitiers, ont bien pris cher. Et par contre, maintenant, ils exportent. Donc, je suis pas sûr que l'équation de... C'est le basculement, on parle de visite en Chine, c'est quand même le basculement vers l'Asie, y compris de la façade asiatique. D'accord, mais je veux dire, tout ça ne passe pas par notre Occident européen. Merci à tous les quatre. On se retrouve dans un instant pour l'émission Média. On va partir en Afrique voir les grands animaux. À tout de suite.